Bonjour tout le monde et bienvenue à la visioconférence Corps et Handicap. Mon nom est Félix Dion, je suis chargé de projet pour Arrimage, qui est un organisme communautaire en promotion de la diversité corporelle et de l'acceptation du corps. Cette présentation-là, je suis vraiment content de l'offrir quand on m'a donné ce mandat-là. Je trouvais ça important de faire une visite de fond en comble de l'historique de cette population, comme on va le voir, qui a souvent été oubliée. Et on va voir aussi tout ce qui est au niveau de la culture et de comment on analyse l'handicap en tant qu'individu, en tant que groupe et en tant que société. Fait qu'au départ, il va y avoir un peu d'histoire. Après ça, il va y avoir la vision sociale du handicap. L'handicap aussi à travers la culture et l'art. L'handicap à travers le sport. Et pour finir, on va essayer de trouver des trucs pour essayer de mieux comprendre ce phénomène puis avoir des bons outils pour aiguiser son esprit critique par la suite. L'esprit critique est un principe fondamental d'arrimage. Dans un premier temps, bien entendu, il est important de faire ce qu'on appelle un portrait de la population. C'est-à-dire, on va observer en profondeur quelle place le groupe des personnes en situation de handicap occupe à travers la société. Qui dit groupe social dit, comme j'avais un peu expliqué, l'importance de faire une visite historique. Puis là, je tiens à faire un avertissement parce que, bon, je ne ferai pas de cachette, les personnes handicapées à travers l'histoire n'ont pas tout le temps eu la vie facile et dans la section histoire, je vais faire mention de l'eugénisme à quelques reprises. Fait que si c'est un sujet qui vous tracasse, vous pouvez accélérer la visioconférence pour passer à un autre sujet. Mais l'eugénisme, dans le fond, c'est de sélectionner les parties d'une population qui sont défaillantes, c'est-à-dire les personnes en situation d'handicap, les personnes aussi qui sont atteintes d'un handicap mental aussi. Puis c'est l'idée que l'eugénisme, c'est de prendre cette population-là et de souvent les écarter, voire les exterminer. Mais c'est une chose qui a existé à travers l'histoire et qui a été longtemps cachée, mais qui est aujourd'hui primordiale, je crois, pour observer où est-ce que les personnes en situation de handicap sont rendues aujourd'hui et vers où il faut aller. Mais pour évoluer en tant que groupe social, il faut être conscient de ses blessures, puis il faut être conscient d'où on vient. C'est vraiment intéressant parce que quand j'ai commencé à faire ma recherche historique, j'ai voulu, bien entendu, y aller d'un point de vue global. Bien entendu, je pourrais faire peut-être 3 visioconférences complètes simplement sur l'histoire des personnes en situation de handicap. C'est sûr que à des fins de synthétisation, il a fallu que je prenne les gros morceaux, mais fait intéressant. Il y a des représentations et des traces des personnes en situation de handicap qui datent de l'Égypte ancienne. Hein? Puis c'est intéressant parce que les personnes en situation de handicap avaient une place privilégiée et prépondérante dans la société égyptienne parce que, d'un côté, chez les Égyptiens, les personnes en situation de handicap étaient considérées comme des œuvres inachevées des dieux. Puis, le but de la société égyptienne, c'était d'aider ces gens-là à vivre parce que c'est comme aider, grosso modo, un cadeau des yeux. Puis en plus, certaines personnes avec des aides à la mobilité telles que des béquilles et autres avaient des exemptions d'impôts faites par la société pour les aider avec ces coûts-là. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est pas parce qu'une société est ancienne qu'elle va forcément mettre à l'écart une population qui est différente. Le rapport à la différence, c'est souvent une question de perception. T'sais. Ils ont associé handicap à l'idée d'une œuvre inachevée des dieux. T'sais. Puis c'est aussi dans leur mythologie, hein, chez les Égyptiens, ils ont certains dieux qui ont des handicaps aussi, comme le dieu Horus, qui manque son œil, entre autres. Puis ils ont même des figures
d'autres dieux qui sont vraiment populaires, dont les dieux Bès et Ptah, qui sont des dieux de petite taille et qui sont reconnus comme étant des dieux forts et omniprésents dans la mythologie. Mais c'est intéressant parce que souvent on va associer la figure du dieu comme une image parfaite, sans défaut, alors que dans la mythologie égyptienne, ben, le corps handicapé est vénéré et est mis de l'avant et n'est pas vu comme quelque chose qui fait défaut. On avance un petit peu dans le temps, puis on se déplace jusqu'à la Grèce antique. La Grèce antique, le rapport au corps est un petit peu différent. Bien entendu, c'est une société qui valorise le corps beau et puissant, le corps du guerrier. Puis, c'est pour ça que dans la Grèce antique, le corps handicapé n'a vraiment pas la même place parce que chez les Égyptiens, alors que c'était perçu comme un cadeau des dieux, comme un œuvre inachevée, chez les Grecs, ben, le corps handicapé est perçu comme une malédiction, comme une malchance, un mauvais sort qui est jeté sur la famille. Alors, les personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, cela dit, sont souvent mis de côté, voire parfois exterminés par le père de la famille parce que le père de la famille avait cette responsabilité-là de vie ou de mort sur l'enfant. Puis la seule place où est-ce que les personnes en situation de handicap pouvaient avoir un peu plus de reconnaissance, c'est s'il y avait un soldat qui était vétéran et qui s'était blessé à la guerre, il avait le droit quand même d'être inclus dans la société, pardon, car il avait donné son dû à la société. Puis je vous inviterais à garder ça en tête, le rapport du soldat et du corps handicapé, parce que c'est à travers ce phénomène-là qu'on va observer que les mouvements sociaux vont prendre de l'ampleur. Dans la Rome antique, hein, ce n'est pas vraiment différent des Grecs, c'est-à-dire qu'eux aussi, le corps beau et puissant et sportif est valorisé. Puis, ben, c'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire que euh, le corps handicapé est souvent mis de côté, il est souvent exterminé dès la naissance aussi. Puis, c'était des pratiques quand même courantes. Puis, ça arrivait qui étaient souvent tout simplement vendus et utilisés comme esclaves aussi. T'sais. Puis c'est fou parce qu'on voit déjà qu'à travers trois sociétés différentes, il y a trois visions. Deux qui sont similaires, les Grecs et les Romains, mais les Égyptiens, qui sont encore une plus vieille civilisation, avaient une place pourtant différente chez les personnes en situation de handicap. Fait qu'il s'agit de se rappeler que c'est tout le temps une question de perspective. Je le répéterai jamais assez. Au Moyen Âge et au siècle des Lumières, ben là, c'est sûr qu'on fait un gros saut dans l'histoire, mais je dois mentionner l'héritage judéo-chrétien. C'est-à-dire que cette idée de la perfection, bien souvent, elle est inclue à Dieu. Puis tout ce qui déroge de la norme et tout ce qui est handicapé, le corps handicapé, c'est vu comme vraiment un symbole de malchance, de tristesse. C'est là que vraiment, les stéréotypes et les préjugés de base pour les personnes en situation de handicap vont apparaître. Et ben, bien évidemment, les personnes en situation de handicap au Moyen Âge, je dois rappeler aussi que leur espérance de vie, la plupart du temps, n'était pas très, très élevée. Puis, ils étaient souvent, eux aussi, exclus et pris en charge par l'Église, hein, surtout en Europe, étant donné l'omniprésence de l'Église à travers le système scolaire, à travers le système politique et toutes les autres sphères qui viennent avec. Fait que, en partant, dans les sociétés européennes, il y a déjà une grosse symbolique de prise en charge. Prise en charge et c'est l'idée de ne pas inclure le groupe, mais de le cacher. Et
de déposséder les individus qui font partie de ce groupe-là, les personnes en situation de handicap, de tout leur pouvoir d'action. Ta vie est prise en charge de A à Z et ta prémisse de base sur ton identité, c'est que la vie c'est dur, c'est plate, puis c'est donc triste. T'sais. Et c'est encore basé sur une idée de charité et de don de soi, mais la participation des personnes en situation d'handicap au Moyen Âge était quasi inexistante. La seule chose qui est très intéressante à ce niveau-là, c'est la figure du bouffon. Il y a les fous du roi qu'on a vus au fil du temps qui servaient, pour ceux et celles qui ne savent pas, à désamorcer les tensions de la cour. C'est-à-dire que le bouffon, le fou du roi, si on veut, c'était une des seules figures qui avait ouvertement le droit de se moquer du roi et de la cour. Le fait qu'on utilise la personne en situation de handicap comme un bouc émissaire, bien entendu, c'est sûr que c'est souvent tourné vers la moquerie, puis je veux dire, la personne en situation de handicap reste quand même dans son image de bouffon, mais ça reste que c'est la seule personne de toute la cour et de toute la population qui a ouvertement le droit de se moquer de la cour, t'sais. Fait que même si cette figure du bouffon reste excessivement méprisante pour la personne en tant que telle, ça reste que cette personne-là, dans une monarchie européenne souvent absolue, ça reste que c'est cette personne-là qui a ce pouvoir-là. T'sais. Puis c'est à ça que servait la figure du bouffon, c'est de désamorcer les non-dits et de ouvertement rire des railleries de la cour et du roi pour calmer le climat chez les aristocrates. Aussi, c'est au siècle des Lumières que là, il va vraiment plus avoir une avancée au niveau humain. T'sais, là, avec la pensée humaniste, on voit vraiment une avancée du prendre soin des plus vulnérables. C'est là que Rousseau, notamment, va plaider pour les droits de ceux qui sont en situation de handicap ou tout autre type de population marginalisée. Et c'est vraiment aussi lors du siècle des Lumières que va apparaître, parce qu'avant ça, au niveau des hôpitaux et de la prise en charge, je disais souvent que les personnes en situation de handicap étaient prises en charge par le clergé, ben c'est par l'entremise des premières apparitions des hôtels-dieux en Europe et en France que ces gens-là vont être. Quand on arrive au siècle des Lumières, il y a une institution qui est instaurée par l'abbé de l'Épée. L'abbé de l'Épée qui est juste en haut du fou du roi, c'est lui qui a la même coupe que le bonhomme sur les sachets de gruau Quaker. C'est la première fois que, comme c'est vraiment une institution qui est faite pour ça, puis ça apparaît dès 1760. Même à travers l'art, là, on passe d'une vision qui est très, très misérabiliste et reclus à une représentation beaucoup plus empathique, hein, parce que justement, comme que je disais, avec l'arrivée humanisme, où on met l'être humain en avant-plan, on va développer une approche beaucoup plus empathique, t'sais, beaucoup plus dans la prise de soins, sans avoir cette idée de totale exclusion, finalement. Mais tout ça pour rappeler qu'au Moyen Âge et au siècle des Lumières, la société est encore excessivement contrôlée et influencée par la religion. Hein, et souvent, les personnes en situation de handicap n'échapperont pas à des superstitions superflues sur, sur eux-mêmes, notamment le fait que, bon, avoir une personne en situation de handicap, ça porte malchance, que c'est un symbole du diable. Je veux dire, avoir un infirme, comme on appelait à l'époque, c'est quelque chose de très, très mal vu. T'sais. Puis la prise en charge, la prise en soin des personnes en situation de handicap dépendait fortement de ta classe sociale aussi. Être une personne en situation de handicap dans la classe bourgeoise européenne n'est vraiment pas pareil qu'être
être en situation d'handicap et être dans ce qu'on appelle une classe plus ouvrière. Ce qui fait du sens encore aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un peu le même principe au final. Lors du 19 et du 20e siècle, ben, c'est une ligne de pensée qui va continuer de se perpétuer, c'est-à-dire que euh, euh, même si il y a des personnes handicapées, ben, leur traitement varie en fonction de la classe sociale, mais reste tout de même que l'institutionnalisation est encore très de mise et c'est là aussi qu'on va voir le groupe euh, social des personnes en situation de handicap un peu plus émerger et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris le temps de faire une section plus européenne et plus au niveau du Québec après, parce qu'on va voir que tout ce qui vient d'Europe finit par avoir une influence directement au Québec. C'est-à-dire que là, on se replace au 19e, au 20e siècle. L'Europe est caractérisée par deux guerres majeures, hein, la Première Guerre mondiale qui s'étend de 1914 à 1918, et par la suite, la Deuxième Guerre mondiale qui s'étend de 1939 à 1945. Suite à cette guerre-là, il y a bien entendu une recrudescence des soldats qui sont blessés et qui, de facto, se retrouvent en situation de handicap, ce qui aura un impact au niveau de la représentation à travers la société de ce type de personnes. Mais j'avais parlé d'eugénisme tantôt. C'est encore de quoi qui est excessivement courant durant le 19 et 20e siècle, notamment dans le régime nazi. Il y a eu des campagnes d'extermination systématique envers ceux qui avaient vraiment là, grossièrement tous les types d'handicap et ça a fait plus de 70 000 morts. Hein? On se rappelle chez les nazis l'idée du corps parfait, du corps arien, blond, aux yeux bleus, avec une structure osseuse parfaite, était vraiment de mise et c'était ça le but. Fait que toute la population qui pouvait être perçue comme un ralentissement à l'atteinte de cette perfection corporelle était systématiquement éliminée. Mais qui dit deux guerres mondiales dit aussi quelques avancements. Ce n'est pas parce que le climat politique est tumultueux que les autres choses arrêtent de rouler. C'est en 1929 qu'il y a une conférence à Genève qui traite pour la première fois de la condition des infirmes, qu'on appelle à l'époque. Hein, tout le concept de situation d'handicap ne viendra pas avant le 21e siècle, comme on va l'observer. Et c'est la première fois qu'on met la table, ou en tout cas du moins qu'on se soucie d'une manière institutionnelle et idéologique des personnes en situation de handicap. C'est l'idée finalement que l'aide et la prise en charge, parce qu'on parle encore ici de prise en charge, la prise en charge des personnes en situation de handicap, et non seulement sur la charité judéo-chrétienne, qui est en branle depuis bien longtemps. On voit aussi hein, il y a une image d'un spectacle de cirque dans les années 20, 30, peut-être 1910 aussi, où est-ce que le corps différent, le corps handicapé, les personnes de petite taille, les personnes qui ont des difformités, comme ils l'appellent, sont mis un peu comme des animaux de foire à être montrés dans différents cirques et différents endroits mondains. C'est principalement là, vraiment de l'esclavagisme. C'est souvent des salaires qui sont dérisoires pour ceux qui ont des salaires, mais c'est encore la figure de spectacle de la différence et c'est souvent tourné en espèce de dérision, ou de moquerie plutôt. Je trouvais ça important, comme j'ai dit, de faire les deux pôles historiques parce que tout ce qui provient d'Europe a un impact, évidemment,
sur la population québécoise. Le Québec, c'est une situation spéciale, hein, parce qu'on se rappelle bien que avant la Révolution tranquille, qui a œuvré dans les années 60 avec l'élection du gouvernement de Jean Lesage, eh bien, le Québec était main dans la main avec l'État et le clergé. Et c'est pas pour rien, finalement, qu'on appelle la période duplessiste la Grande Noirceur. C'est parce que le contrôle de l'Église était quasi omniprésent et le pouvoir d'action des personnes à mobilité réduite était minime. Souvent, c'était des gens qu'on plaçait tout de suite en institution, qu'on faisait réaliser aussi des emplois quelque peu fantoches, par exemple, poser des boutons sur une chemise, faire de la couture. C'était des emplois qui n'étaient pas vraiment emplis de sens et la prise en charge tant médicale, en fait, que médicale était omniprésente. Toute la visée sociale du handicap n'apparaît pas encore. Puis, c'est vraiment ça. Au début, les personnes en situation de handicap étaient systématiquement cachées, un peu comme qu'on a vu durant le restant de l'histoire. Comme je disais, c'est vraiment à partir de la Révolution tranquille et des années 60 qui commence à avoir les premiers soubresauts d'action sociale au Québec. Lors de la commission Nepveu et Castonguay dans les années 70, qui est un rapport sur l'état social des populations au Québec, ben, on découvre littéralement la population des personnes en situation de handicap. Ces gens-là qui étaient systématiquement mis de côté, marginalisés, ont finalement une voix. Puis, c'est là que les premières lois vont émerger pour tout ce qui est au niveau de la reconnaissance de dignité et de droit. Je trouvais ça important pour la suite des choses, puis j'en ai déjà parlé un petit peu. Je vous ai mis la puce à l'oreille, comme on dit. C'est important, à travers tout ça, de parler du phénomène de l'après-guerre. Parce que c'est dans ce phénomène-là que les personnes ayant un handicap vont finalement être reconnues. Parce que lorsque tu reviens, un peu comme j'expliquais tantôt, avec les Grecs, les vétérans de guerre ont donné leur corps, leur vie, souvent, à la société. Fait que le groupe se retrouve souvent en position de dette envers cette population. Alors, la légitimité de reconnaître leurs droits est plus facile. Mais c'est fou de constater que ça aura pris l'arrivée des vétérans pour légitimiser les droits et l'accès à différents services des personnes handicapées. Parce qu'avant, c'était pas quelque chose qui était considéré. Je veux dire, à force de se faire infantiliser et de se faire prendre en charge, bien souvent, on ne considère pas finalement que les personnes en situation de handicap, c'est des personnes comme tout le monde. T'sais. Mais là, c'est bien beau tout ça. Je vous ai fait une revue historique. Je vous ai expliqué un peu la place du corps handicapé dans la société, l'idée de prise en charge, l'idée d'exclusion, l'idée de marginalisation. Mais qu'en est-il du concept en soi? T'sais, si on creuse l'handicap, c'est quoi qui se cache derrière? Qu'est-ce qui font qu'un handicap est un handicap? C'est-à-dire que il s'agit d'abord et avant tout d'une vision sociale et d'une perception. Parce que si on fait un petit retour en arrière rapidement, puis qu'on se rappelle que les Égyptiens, ils percevaient les personnes en situation de handicap comme une œuvre inachevée des dieux, alors comme ça, il y avait des privilèges, bien, la place que tu accordes à une population dans ta société, ça dépend de la vision que tu lui confères. Fait que c'est-à-dire que la vision du handicap, c'est souvent en situation de liminalité. Je vais vous faire un discours d'anthropologie 101. Quand tu es en situation de liminalité, c'est-à-dire que tu es toujours sur le seuil. C'est-à-dire qu'en anthropologie,
il y a 3 stades à l'intégration d'un groupe. Quand tu es enfant, tu es partie intégrante du groupe. Tu es prise en charge, tu es nourri, logé, soigné. Puis là, tu grandis. Puis là, tu vas en adolescence. Fait que là, tu es mi-enfant, mi-adulte, tu es en changement constant. Tu es encore dans le groupe, mais tu es comme à l'extérieur du groupe parce que tu es sujet à tellement de changements, tellement d'évolution, que tu n'es ni en dehors ni en dedans. Et évidemment, quand l'adolescence finit, on réintègre la société en tant qu'adulte et on fait après coup partie intégrante du groupe. Sauf que lorsqu'on est en situation de handicap, la grande majorité du temps, on n'est ni à l'intérieur du groupe, ni à l'extérieur du groupe. On fait partie de la population, mais il y a tout le temps des points qui vont nous rappeler qu'on est différent. Notamment l'environnement. C'est l'idée que l'handicap, finalement, ben, il n'est pas que de la responsabilité individuelle. Ce n'est pas de la faute de l'individu d'être sur handicap. Ce qui crée l'handicap, c'est l'interaction de l'environnement avec la personne. Mais il s'agit d'abord et avant tout de comprendre qu'à travers l'handicap, à travers les préjugés, puis les stéréotypes, puis la marginalisation, il y a un être humain qui a simplement des besoins différents. Il n'y a pas moins de besoins, il n'y a pas plus de besoins, simplement qu'ils sont différents. Puis moi, personnellement, ça m'a aidé aussi à comprendre ma situation, puis à désamorcer l'image du fardeau, parce que souvent, je voulais pas dire que j'avais besoin d'aide pour monter le seuil d'une porte, ou ouvrir la porte des toilettes, ou juste sortir de chez nous, tu sais. J'avais tout le temps l'impression que c'était un gros fardeau, tu sais. C'était ma faute et mon problème si j'étais en situation de handicap, alors que non. C'est bien dommage, ça peut être perçu comme quelque chose de malheureux, mais en même temps, je suis né comme ça. Les gens qui ont un handicap souvent sont nés comme ça ou ils ont un accident, ou peu importe la situation, mais reste que, en bon français, il y a toujours moyenné dans la vie, puis c'est pas une situation de naissance ou arrivée qui va définir comment tu vas vivre dans la vie par la suite. Quand j'ai découvert la théorie de processus de production du handicap, c'est là que j'ai compris que la place et l'inclusion des personnes en situation de handicap était un devoir de société. C'est-à-dire que si la société, dans un monde idéal, adopterait toutes les portes, tous les boutons poussoirs, les dépanneurs, les épiceries, les cinémas, ben, il n'y en aurait pas d'handicap. L'handicap, comme j'ai dit, c'est l'interaction entre l'individu et l'environnement. Et c'est quelque chose qui est très changeant et qui est très dynamique aussi. L'handicap change en fonction des saisons. Mon handicap n'est pas le même l'hiver, il n'est pas le même l'été, il n'est pas le même le printemps, il n'est pas le même l'automne. Et c'est quelque chose de foncièrement dynamique. Une situation de handicap aussi, ben, c'est l'interaction des facteurs personnels, des habitudes de vie, des facteurs environnementaux qui sont entremêlés les uns les autres. Puis j'aime bien ça parler du processus de production du handicap parce que c'est une théorie, une vision sociologique qui a été élaborée au Québec par un chercheur spécialisé pour tout ce qui est au niveau de la question du handicap, Patrick Fouguerelas, qui est un éminent sociologue de l'Université de Laval. Fait que je trouvais ça cool de le montrer parce que c'est une théorie qui vient de chez nous et qui est adoptée dans plusieurs cadres et dans plusieurs recherches. Alors, c'est tout le temps le fun de trouver des données de chez nous. Ce chercheur-là, notamment, propose une vision multidimensionnelle du handicap. Avoir un handicap, c'est pas juste ne pas pouvoir rentrer dans un bâtiment. Avoir un handicap aussi, c'est l'idée de penser que si les endroits de socialisation ne sont pas accessibles, ben c'est toute la vie de l'individu et du groupe qui y en est atteint. T'sais. Comment tu veux socialiser, comment tu veux te trouver une job, comment tu veux te faire des amis, comment tu veux avoir une vie active quand la majorité des espaces
ne sont pas adaptés. Si un endroit n'est pas accessible, bien, ça inclut souvent à la personne qui vit la situation de se plaindre à l'institution, au milieu de travail, au bar, à la salle de spectacle, pour faire promouvoir ses droits. Mais, après une journée de job, là, ou une journée que ça fait 10 minutes que tu es pris dans la neige parce que tu spins, parce que ça a mal été déneigé, puis les trottoirs sont mal faits, mais la dernière affaire que tu as envie de faire, c'est encore de chialer. Puis encore dire que tu existes. Puis encore te faire dire parfois Ah, on y avait pas pensé, pardon. T'sais. Tantôt, j'ai parlé de. J'ai parlé du seuil de perception. L'idée de être ni à l'intérieur ni à l'extérieur du groupe. Tout le temps être sur le seuil. Mais comment tu fais pour te définir quand que ton identité profonde est tout le temps un peu floue? Comment tu fais pour te définir quand que la majeure partie de ta vie a été prise en charge par des hôpitaux, par des instituts religieuses, par des instituts scolaires? D'où vient ton sentiment de contrôle sur ta propre vie? C'est-à-dire que cette situation-là va amener ce qu'on appelle du capacitisme. C'est une multitude de stéréotypes et de facteurs qui vont atteindre ou discriminer les personnes en situation de handicap, notamment l'infantilisation, la prise en charge excessive. Même si on n'est pas tout le temps confronté à ces réalités-là, confronté à cette population-là, bien, il est important, je trouve que c'est le devoir de chaque individu et de la société de s'informer. Parce que tant que la mécanique d'exclusion puis de marginalisation est en branle et que le capacitisme œuvre dans la vie de tous les jours, ben on a bien beau avoir 8 projets de loi, 3 4 politiques, mais s'il n'y a pas de changement qui est fait au niveau des modes de pensée, c'est ça qui va être difficile. Le capacitisme, entre autres, hein, c'est l'idée de mettre tout de suite les gens en situation de handicap dans des boîtes. Hein. Les deux visions classiques, la personne en situation de handicap, c'est soit l'espèce de vision très héroïque de comme oh mon Dieu, t'es donc bien courageux, pis ça, wow, tu sais, quel guerrier de lumière es-tu? Je trempe un peu sur la caricature, mais c'est parce que c'est des choses qui me sont arrivées à moi-même et je pourrais mettre ma main dans le feu que c'est arrivé à plusieurs personnes aussi. T'sais. C'est soit la vision du super infirme qu'on appelle, ou la vision très misérable de comme ah, c'est dur, hein? C'est compliqué ta vie, tu sais. Alors que la personne, elle me connaît même pas. T'sais. Mais quand tu entends ça à répétition, à tous les jours, ou en tout cas, quand ça fait partie intégrante d'une bonne partie de ton quotidien, ben c'est dur parfois de s'en détacher. Et c'est des mots, c'est des remarques qui vont tranquillement se cimenter dans ton discours intérieur. T'sais. Fait que c'est quoi notre responsabilité dans ce temps-là? Ben, notre responsabilité, c'est aiguiser son esprit critique, prendre du recul, puis recadrer. T'sais. C'est de voir la personne en situation de handicap telle qu'elle est, sans se laisser avoir par nos préjugés. T'sais. C'est de valoriser la personne en fonction de ses fonctions à elle et pas constamment la comparer à la norme. Parce que c'est sûr que si on la rapproche de ce qui est normal, elle va évidemment tomber tout le temps dans une espèce de position désavantageuse. T'sais. Je tenais à faire une diapositive expressément pour ce qui est au niveau de la loi, parce que ça peut être parfois complexe et c'est intéressant d'observer où on en est aujourd'hui. Fait que c'est un peu une relecture globale des différentes lois qui ont été mises en branle. Notamment aux États-Unis, entre autres, dès 1975, il y a la Education for All Handicap Children Act qui garantissent au moins le droit à des personnes en situation de handicap à avoir accès à de l'éducation. Parce que ça aussi, c'est un enjeu qui peut être parfois très présent. C'est les structures scolaires ne sont pas forcément tout le temps adaptées. Fait que comment tu fais pour
fournir une éducation adéquate puis les outils adéquats à cet individu-là ou ce groupe-là après pour qu'il continue dans dans la société, en fait. Et c'est dans cette même lignée aussi qu'il y aura une loi en 1976 au Québec qui s'arrime aussi avec le droit à l'éducation. Et de manière plus générale, il faut rappeler que c'est vraiment à partir des années 70 aussi qu'il y a l'émergence des mouvements sociaux et c'est là évidemment qu'il y a une reconnaissance beaucoup plus accrue de ces groupes-là, dont les personnes en situation de handicap. Dans les années 80 et 90, on voit l'apparition de la loi sur les services de santé et les services sociaux qui visent à améliorer les services pour les personnes handicapées et la mise en œuvre reste large et parfois houleuse, mais il y a quand même des barèmes qui sont mis en place au niveau de la loi pour viser une meilleure participation sociale des personnes ayant un handicap. Dans cette même lignée, il y a aussi la loi sur l'accessibilité à l'emploi qui sera aussi adoptée dans les années 80, qui vise évidemment une meilleure accessibilité à l'emploi pour tous les types de classes. Et par la suite, l'autre événement majeur au niveau du Québec, c'est en 2004, il y a une politique d'intégration qui, pour les personnes handicapées qui est adoptée par le gouvernement. C'est une politique qui somme les gouvernements à adapter dans la mesure du possible et dans une visée d'inclusion les différents lieux, qu'ils soient publics ou privés, dans l'environnement et la société. Par la suite aussi, hein, en 2006, il y aura la loi sur les droits des personnes handicapées qui établit des principes de non-discrimination, d'accessibilité et d'inclusion dans tous les aspects sociaux. Fait que là, on prend une pause. Puis là, on voit cette espèce de ligne-là. T'sais, on part d'une classe qui est excessivement marginalisée, excessivement mise de côté, puis qui est empreinte parfois du fardeau des préjugés et des stéréotypes à tranquillement une reconnaissance par l'entremise des vétérans qui se traduit jusqu'au Québec aussi parce que, évidemment, la population québécoise et canadienne ira aussi à la guerre, fait que c'est pas un sujet qui nous est lointain. Pour finalement s'arrimer dans la même mouvance dans l'émergence des réseaux, des mouvements sociaux dans les années 70 vers une reconnaissance des personnes en situation de handicap. Fait que ça part de la prise en charge pure par la charité et le domaine médical, la figure du malade, de la maladie, quelque chose de très péjoratif, vers la reconnaissance des droits, la mobilisation et l'acceptation et, incidemment, toute cette notion d'empowerment du groupe, par le groupe et pour le groupe. Et plus récemment, en 2017, il y a un renouvellement de l'engagement du gouvernement à promouvoir l'inclusion et l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Mais, seul bémol, c'est que même s'il y a des lois au niveau de l'accessibilité à l'emploi et des bâtiments, théoriquement, les bâtiments construits après 1976, les bâtiments publics, parce qu'il s'agit d'un autre régime quand il s'agit des bâtiments privés, les bâtiments bâtis après 1976 sont supposés être adaptés. Le X, c'est que sur papier, c'est beau, c'est cute, il y a une politique, il y a des lois, il y a des moyens qui sont mis en place pour une meilleure inclusion. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mesures coercitives réelles de ces lois-là. Maintenant qu'on a fait la revue pour tout ce qui est au niveau de la juridiction, au niveau de la loi pour les personnes en situation de handicap, ben, j'ai voulu faire une revue sommaire, mais nécessaire de la place de la personne en situation de handicap dans la culture.
Alors, en faisant un mélange avec des artistes d'ici et d'ailleurs, ben, évidemment, je trouvais ça intéressant de vous présenter ces personnes. Ben, dans un premier temps, celui qui se trouve en haut, complètement à gauche de l'écran, et ben, c'est le seul et unique Martin Deschamps, un homme au grand cœur et au cœur de rock, et à l'attitude autant badass qu'un chanteur punk des années 70. C'est-à-dire que, moi, juste en termes d'impact, quand j'ai vu les vidéoclips de Martin Deschamps en béquille qui était sur une moto, puis qui avait vraiment une attitude inégalée, c'est dans les premières fois que je me suis dit, hey, OK, ben lui, même si il a un handicap, il a osé faire de quoi? Il a osé faire de l'art, tu sais. Il a osé se montrer, tu sais. Ça a été mes premiers soubresauts de moi qui se dit, OK, je peux faire quelque chose, même si j'ai une situation de handicap, tu sais. Martin Deschamps, il a vendu plusieurs albums au Québec. Il a été récipiendaire de différentes compétitions, dont le Festival de la chanson de Granby. C'est un artiste quand même encore très actif au Québec et évidemment qui est aussi militant reconnu pour l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap. L'autre qui est juste à côté, que j'avais bien hâte de vous montrer parce que c'est parfois un fait qui est méconnu, il s'agit de Frida Kahlo. Frida Kahlo est une peintre mexicaine excessivement emblématique quand Frida Kahlo a été élevée au statut de légende au Mexique. C'est une peintre dont l'œuvre est caractérisée par la douleur, la solitude et aussi la militance et le rapport au corps parce que Frida Kahlo, lorsqu'elle était jeune, elle s'est faite frapper par un bus. Puis elle a passé la majeure partie de sa vie alitée. Et qu'elle peinturait, c'était souvent couché. C'est intéressant parce que c'est une peintre qui a marqué les esprits, qui a marqué une société et dont le rapport au corps handicapé était prépondérant dans ses peintures. Alors, Frida Kahlo était en situation de handicap. Par la suite, toujours à droite de Frida Kahlo, se trouve Isaac, qui est un personnage qui a joué dans la série Sex Education. Isaac, c'est un jeune homme qui est quadraplégique et qui fréquente l'école dans l'émission. Sex Education, qui je le rappelle, est une émission de sensibilisation par rapport à la vie sexuelle chez les ados et jeunes adultes, mais c'est amené d'une manière tellement authentique et tellement réaliste qu'elle fait un beau portrait, je crois, des réelles épreuves du quotidien et des bons coups des quotidiens des personnes en situation de handicap. Et l'acteur qui joue Isaac, ben, il est réellement en situation de handicap. C'est aussi une première pour une série d'autant grande diffusion, c'est-à-dire que normalement, les personnes en situation de handicap, la plupart du temps, sont jouées par des personnes qui n'ont pas d'handicap. Fait que comment tu veux comprendre une réalité quand tu joues le rôle d'un personnage en ne possédant pas une majeure partie de son identité, c'est-à-dire le handicap. T'sais, alors que George Robinson, qui est le nom réel de l'acteur, lui, possède cette expérience-là, a eu un accident de voiture qui l'a rendu quadraplégique. Et on le voit, hein, incidemment, dans l'émission, la réalité. Moi, de mon bord, je trouve trouvé que ça a été une des représentations les plus précises et les plus fidèles de ce qu'était avoir une situation de handicap. Et pour ceux qui l'auront reconnu, ben, à droite de George Robinson se trouve Ray Charles. Ray Charles, qui est un bluesman américain qui a remarqué plusieurs générations, il a défini plusieurs styles, mais Ray Charles était non-voyant. Fait intéressant aussi, la cécité chez les artistes blues aux États-Unis était partie prépondérante de la scène. Hein? J'aurais pu en nommer plusieurs autres, là, entre autres Father Blind Willie. C'est des bluesmen des années 20-30 qui gagnaient leur vie en faisant de la musique. Et j'aurais pu nommer, bien évidemment,
Stevie Wonder, qui lui aussi est atteint de cécité, mais qui a eu une carrière musicale, ma foi, très prolifique. Par la suite, en bas à gauche, il y a Alexa Carlebert, qui est une actrice émergente, qui est aussi en situation de handicap. J'ai le plaisir de aussi la connaître personnellement. J'ai partagé quelques... je partage une belle amitié avec elle, puis c'est le fun de voir que elle est en train de percer dans son métier d'actrice. Alexa, bien entendu, aussi est en situation de handicap des suites d'un accident de voiture à l'âge de 16 ans. C'est d'ailleurs à cette époque qu'on s'est rencontrés. Et je suis, cela dit, excessivement fier de la rencontrer et de voir que les acteurs et actrices de plus en plus en situation de handicap sont représentés. Même s'il reste du chemin à faire, on est dans la bonne direction. Mais c'est en n'oubliant pas que même dans les médias et le cinéma, les préjugés et les stéréotypes que j'ai nommés un peu tout au long de la visioconférence sont encore présents. Fait qu'il y a encore du travail à faire, mais il faut aussi lutter contre les différents stéréotypes et préjugés. Finalement, pour ce qui est au niveau des acteurs et des artistes, je finis cette diapo en parlant de Dave Richer. Dave Richer, c'est un acteur québécois qui est atteint de paralysie cérébrale. Et Dave Richer, c'est aussi une des premières personnes que j'ai observées à l'écran, qui était réellement en situation de handicap et qui est connu pour quelques œuvres. Il a notamment joué dans la série Les Pêcheurs plus récemment, mais il a aussi joué dans quelques réalisations de Pierre Falardeau, dont Elvis Gratton, le film et la série. Et c'est un des premiers acteurs qui m'a aussi fait comprendre que comme on peut changer l'avenue de son propre corps et l'avenue de notre vie et de notre destin, même si on est assigné à un groupe ou à un barème, une barrière dès la naissance. Il est possible de s'en émanciper et il en était la preuve concrète. Maintenant aussi, je voulais parler du mouvement redessiné. C'est-à-dire que le rapport au corps, on le rappelle, c'est quelque chose de très intime et de très privé à soi et pour soi. Et souvent, on va se mettre une pression à savoir, on voudrait imposer à notre corps certains mouvements ou certaines actions où des fois on va se diminuer. C'est-à-dire que j'ai fait une diapositive sur la danse inclusive parce que moi, pendant longtemps, j'étais sûr que je n'étais pas capable de danser. J'avais assumé dans mon cerveau que parce que j'étais en fauteuil roulant, je n'étais pas capable de danser. Puis récemment, j'ai participé à une activité de danse inclusive qui a permis de redéfinir les fonctions de mon corps. J'ai observé les fonctions de mon corps en tant qu'outil et non en tant que ce qu'il pourrait être. Ça revient au principe d'adapter encore une activité pour la rendre accessible et pour que la personne s'épanouisse en ce sens. T'sais. Puis la danse inclusive, il y en a de plus en plus au Québec. Notamment, il y a Lazy Legs Patrioli qui est juste en haut ici et qui danse en béquille, qui est un breakdancer assez connu. Il a participé à différentes émissions de TV et autres concours de danse. Puis il a fondé son propre école de danse inclusive, ce qui est vraiment un pas dans la bonne direction. La dernière et ultime section de cette visioconférence, j'ai voulu mettre l'emphase sur l'importance de l'handicap et les sports. Parce que oui, les personnes en situation de handicap pratiquent le sport et il y a encore une fois un lien à faire entre l'émergence de la reconnaissance des vétérans dans la société et les personnes handicapées. Alors, si on veut, j'aimerais faire avec vous une revue de ce qui se passe au niveau des sports dans la société d'aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap. Bien, il faut savoir que les premiers élans de tout ce qui est au niveau des Jeux paralympiques ont été mis en œuvre par le médecin britannique
Ludwig Guttmann, qui était vraiment un fervent défenseur des personnes en situation de handicap. Et c'est lui qui a organisé en premier lieu les Jeux de Stoke Mandeville. Mandeville, qui est un hôpital en Angleterre qui prenait soin, évidemment, des vétérans de guerre et des personnes en situation de handicap. C'est dans l'enceinte de ces lieux que les premiers sports ont été mis en œuvre, les règlements adaptés et tout. Et après ça, au 9e jeu de Stoke Mandeville, dans les années 60, les Jeux de Stoke Mandeville ont migré comme les Jeux les Jeux paralympiques, en fait, dans les années 60. Fait que théoriquement, les Jeux de Stoke Mandeville sont le grand-père des Jeux paralympiques et les Jeux paralympiques ont lieu pour une première fois en 1960 à Rome. Et eux, les Jeux d'hiver, pardonnez mon suédois, ont lieu à Örnsköldsvik en 76 et auront le même débit que les Jeux olympiques normales, hein, c'est-à-dire qu'il y aura les Jeux d'été et d'hiver qui vont s'interchanger comme le veut la tradition. Il y a, bien entendu, bon nombre de disciplines à travers ces Jeux. Il y en a plus de 22. Ça va du tir à l'arc au basketball en fauteuil roulant, il y a aussi le rugby et d'autres sports. Et après la revisite globale des différentes compétitions, je vais aller plus précisément avec 2-3 sports adaptés que j'ai moi-même eu la chance de pratiquer. Bien entendu, ça va de mise de dire que la pratique de sport, pour tout le monde, tous les types de classes, les types de population, ben c'est bon pour l'estime de soi, c'est bon pour l'inclusion et c'est bon pour l'émancipation d'une personne par rapport au groupe. Fait que ça a un côté très bénéfique et les sports vont aider à la reconnaissance aussi des personnes en situation de handicap. Il y a aussi d'un côté les Deaflympics, qui est en traduction française, l'Olympique pour les personnes malentendantes et c'est la plus vieille organisation de parasport au détriment des Jeux paralympiques. Les Deaflympics, qu'on appelle, ont été fondés par Eugène Rubens Alquet en 1924. Eugène, c'était un fervent défenseur des personnes malentendantes. Et ici, juste à côté de sa photo et de sa fabuleuse moustache, on voit une des premières représentations de ces athlètes malentendants lors de cette compétition. On compte plus de 19 disciplines dans ces Deaflympics. Et bien évidemment, eux aussi s'alternent entre les Jeux d'hiver et les Jeux d'été, comme les Olympiques standards. Et il y a aussi les Olympiques spéciaux, qui sont destinés à être une compétition olympique aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle. C'est des jeux qui sont créés par Eunice Kennedy Shriver pour les fervents d'histoire et de politique. Il s'agit bien entendu de la sœur de John F. Kennedy, l'ancien président des États-Unis. C'est vraiment intéressant par contre parce qu'il y a dû avoir des redressements dans ces jeux-là parce qu'on s'est rendu compte, après différentes recherches et enquêtes, qu'il y a des athlètes qui faisaient semblant d'avoir une déficience intellectuelle pour participer au jeu et avoir tous les côtés positifs de faire cette compétition de haut niveau et notamment, il y a eu l'affaire des Jeux de Eugene en Oregon où, après enquête, plusieurs athlètes ont été surpris et pincés en train de falsifier des faux documents médicaux dans le but d'avoir accès à ces jeux. Les premiers Jeux olympiques spéciaux ont eu lieu en 1968. Il y a plus de 32 disciplines et comme les Olympiques normales, il y a une alternance en hiver et en été. Mais comme pour les Paralympiques et les Deaflympics, la pratique de sport, bien entendu, c'est bon pour l'inclusion de ces personnes et pour leur sentiment de communauté. De là, l'importance des pratiquer. On est maintenant rendu à la section des différents sports. Puis je voulais vous en parler parce que c'est ça, c'est des sports, comme que j'ai dit, que j'ai eu la chance de pratiquer.
En premier lieu, c'est le basketball en fauteuil roulant. C'est un sport que j'ai pratiqué pendant plus de 10 ans et qui est quand même assez intense au niveau du fonctionnement. C'est sensiblement les mêmes règles qu'au basketball normal. Il y a différentes classes d'handicap, c'est-à-dire que plus tu es mobile, c'est-à-dire plus tu es capable d'aller chercher le ballon rapidement, de te pencher rapidement, ben, ton pointage va être élevé. Et moins tu as de mobilité, plus ton pointage est faible. Et après, sur un, sur une lignée partant de joueurs sur un terrain, il faut que la somme des points égale 15. Fait que tu peux pas avoir juste des joueurs qui ont full de mobilité. Ça prend un équilibre. C'est un sport qui a été créé aux États-Unis en 1946, pardon, à la suite du regroupement de différents vétérans de guerre qui voulaient passer le temps et trouver un moyen de faire de l'activité physique. La seule différence, comme qu'on voit avec un fauteuil traditionnel à droite de l'écran, c'est-à-dire que les roues sont plus campées pour plus de mobilité. C'est souvent des fauteuils qui sont ultra légers et c'est des fauteuils aussi qui disposent d'un pare-choc pour être en mesure de bien faire des contacts lors des situations de défense ou d'attaque. Et je voulais vous montrer aussi deux différentes photos. Ça, c'est une photo d'un match, si on veut, traditionnel. Et en dessous, c'était mon équipe de basket en 2006. On était aux Jeux du Canada. Fait que je suis le quatrième à partir de la gauche, tout petit et naïf et jouant au basketball. Voilà. Par la suite, il y a le rugby que j'ai joué aussi. Et c'est un peu ironique parce que le rugby, un sport qui est en fauteuil roulant, j'ai quand même réussi à me casser 4 orteils en jouant au basketball, au rugby en fauteuil roulant, pardon, parce que c'est un des sports les plus intenses que j'ai joué de ma vie. Le rugby, à la base, c'est un sport de contact, c'est un sport qui est très, très intense. C'est sûr qu'il a fallu que la reconfiguration soit repensée parce qu'il y a des règles de rugby qui sont vraiment très complexes et qui sont dures à appliquer quand tu es assis. Alors, le jeu a été repensé. Ça ressemble un peu avec les mêmes logiques du handball, c'est-à-dire que ça se promène avec un ballon. Puis si on voit à l'écran, au lieu d'avoir un fauteuil standard comme, mettons, au basketball, ben, il y a un fauteuil offensif, qui est le fauteuil complètement à droite de la photo, puis il y a le fauteuil défensif. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories de joueurs, et c'est souvent les joueurs qui sont plus mobiles qui seront des joueurs offensifs, et les moins mobiles seront parfois plus placés en défense. Mais c'est un sport, pardon, qui est excessivement basé sur le contact et il faut être aux aguets parce que les risques de chute sont très présents. C'est un sport qui a été développé dans les années 70 au Canada c'est un sport aussi qui évolue rapidement en termes de règles, mais ça provient aussi d'une volonté des vétérans de faire du sport et d'être plus actifs. Et finalement, le dernier sport que je voulais mettre sur la loupe, c'est un sport qui se rapproche de nous, qui se rapproche de notre culture parce qu'il s'agit du hockey sur luge. Le hockey sur luge, le hockey tout court, fait partie prépondérante de notre culture. Hein. On a la rondelle et le bâton de tatouer sur le cœur souvent. Les origines datent, par contre, de 1980. C'est quand même arrivé tard dans notre imaginaire. Et ceux qui ont inventé le hockey sur luge, j'aurais pensé que ce serait nous, mais non, c'est les Suédois. Fait que merci aux Suédois. Et c'est un sport aussi que j'ai eu la chance de pratiquer qui est très intéressant. Finalement, au lieu de, évidemment, patiner sur deux pieds, deux jambes, on est assis dans une espèce de luge et il y a une lame qui est en dessous de la luge qui fait office de comme un gros patin. Et après ça, on a deux bâtons. Et au bout des deux petits bâtons, il y a des pics qu'on retourne comme ça. Alors là, j'ai deux bâtons comme ça, j'ai les pics qui sont là, j'ai la glace, et je me promène comme ça. Et pour tourner, ben, j'utilise le poids de mon bassin parce que je suis assis sur une lame. Et bien évidemment, tu lances, tu fais des lancers frappés et des tirs du poignet avec les bâtons qu'il y a dans tes mains. Le Canada domine au sein de ce sport et en espérant qu'il continue d'être au sommet de sa forme. Je vous ai parlé d'histoire, je vous ai mis en revue
l'évolution de la place d'une population longtemps marginalisée, longtemps ignorée, longtemps mise de côté, pour comprendre d'où elle vient, puis c'est quoi les besoins nécessaires et primordiaux à cette population. C'est-à-dire qu'on a vu que cette population n'était pas dans la vie active au départ, était très sous le joug des différents préjugés, pour finalement migrer par l'entremise d'une autre classe, qui sont les vétérans et les amputés de guerre, pour finalement réussir à avoir aussi leur voix et passer d'être une population institutionnalisée à tranquillement arriver dans la vie active. T'sais. Mais à travers tout ça, il faut faire face aux préjugés, il faut faire face aux stéréotypes, il faut faire face aux mécanismes de discrimination qui se traduisent par du capacitisme, par de l'infantilisation. Et ça va être... C'est pas évident de trouver son identité à travers ça, tu sais. Parce qu'il y a encore le principe qu'être en situation de handicap, c'est être sur le seuil, c'est constamment vaciller entre l'opinion de ce qu'une personne handicapée devrait être et trouver aussi les fonctions de son corps. Fait que c'est un chemin qui est très sinueux. Puis c'est pour ça que je terminerai cette visioconférence-là en disant, sans tomber dans les phrases de coach de vie, mais c'est important de comprendre que l'handicap est une responsabilité sociale. L'handicap est une production sociale et il incombe à la société et aux individus, même si ils ne sont pas confrontés à la situation de handicap, d'adapter la société. Comme ça, ces gens-là pourront aller sur le marché du travail, pourront aller au bar, pourront aller au dépanneur, pourront aller à l'épicerie, pour faire des tâches que pour 95% des gens sont acquises, parce qu'ils font partie du quotidien. Mais chaque tâche acquise pour une personne normale peut parfois être une énorme montagne pour quelqu'un qui est en situation de handicap. Alors, il faut se rappeler du caractère social du handicap, trouver sa responsabilité, faire la part des choses, mais surtout, trouver sa propre voie. Je m'appelle Félix Dion. Merci d'avoir été présent pour cette visioconférence. Que le rock vous guide et que le danger vous garde. Ciao.